BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Le cercle avec nous comme tous les lundis soirs à la même heure. Ils sont avec nous. Michel Didier est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue, président de CO Rexecode. Et puis Philippe Trainard qui est avec nous. Philippe, bonsoir. Chef économiste de Score. Un sujet principal dont on va parler dans quelques instants, c'est l'économie américaine. Où va l'économie américaine? La Réserve fédérale s'est encore exprimée la semaine dernière, ce qui a suscité beaucoup de commentaires. Je vais peut-être vous donner quand même un petit mot sur le Brésil, parce que vous avez vu que les choses s'accélèrent. Une procédure de destitution qui va être lancée a priori ce soir. En tout cas, le Parlement commence à se pencher dessus du côté du Parlement. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous vous dites si on allait vers de nouveaux soubresauts politiques, est-ce que l'économie pourrait en être déstabilisée? Certains parlent déjà de risque systémique pour la région. Est-ce que c'est votre sentiment ou pas à ce jour? Michel Didier. Déstabilisée, je ne sais pas, mais elle est déjà très déstabilisée avant même ces événements récents qui sont politiques. Mais l'économie brésilienne a été probablement l'économie la plus déstabilisée par l'effondrement du prix du pétrole. Oui. Elle vit beaucoup sur les matières premières, le pétrole. Bon. Et ce qui paraissait une espèce d'Eldorado il y a encore quelques années, on se disait le Brésil, c'est le nouvel Eldorado, a subi un choc de change, une perte de son change massive, ce qui a fait une inflation, un peu comme la Russie d'ailleurs, une inflation très forte, inflation, perte de pouvoir d'achat, récession, à moins 6, 6,5 cette année, encore peut-être moins 3 l'année prochaine. Bon, si là-dessus s'ajoute en effet un impact, mais que je ne sais pas bien mesurer, un impact du politique sur l'économique, là, il peut y avoir un véritable problème. Pour l'instant, je dois dire que quand on regarde les indicateurs de conjoncture du Brésil, on a un peu l'impression que le creux est passé. C'est-à-dire que maintenant, la récession se calme et qu'on va retrouver un nouvel équilibre. Donc il ne faut pas peut-être mettre tout au noir. Oui, les marchés en tout cas ont l'air de se réjouir d'un éventuel départ de Dilma Rousseff, qu'on considère comme trop laxiste sur le plan des réformes. Philippe, comment est-ce que vous regardez ça, vous, d'un mot Je crois quand même que la crise institutionnelle brésilienne vient aussi de la crise économique. Je crois que les deux se nourrissent. Vous savez, toute crise économique se termine toujours à un moment donné dans une crise politique. En tout cas, elle fragilise le politique et bien évidemment incite à dénoncer des corruptions, des mauvaises gestions, etc. Et je crois qu'on est typiquement dans ce cas-là. J'ajouterais par rapport à ce que Michel vient de dire, c'est que la Chine a aussi joué un rôle dans le destin du Brésil, et en même temps la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis et la remontée du dollar, notamment, et l'avait associé à la baisse du réal. Or, les entreprises brésiliennes se sont fortement endettées en dollars, elles ont fait du carry trade et aujourd'hui elles sont aux abois. Il reste que c'est quand même le pays qui a fait l'objet de la plus grosse révision par tous les instituts de prévision, OCDE, FMI. Et la révision est de l'ordre de 2,5 à 3% entre novembre et aujourd'hui, pour 2016. Donc c'est une économie qui a d'énormes problèmes et la crise institutionnelle maintenant vient nourrir la crise économique, et je crains que le Brésil ne soit fortement déstabilisé et que ce ne soit quand même pas totalement la fin de l'histoire brésilienne, en tous les cas de cette petite descente aux enfers du Brésil. On risque d'en parler. Alors pendant ce temps, messieurs, c'est le gros morceau de ce débat ce soir, l'économie américaine, puisque on l'a vu, cette communication de la Fed, de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière, qui suscite beaucoup de questions. La Fed qui nous dit finalement, il y aura que a priori 2 hausses de taux pour cette année, alors qu'on pariait sur 4 initialement. Quelle conclusion vous en tirez, vous, Michel? Est-ce que l'économie américaine va mal? Aujourd'hui, elle va pas mal. Elle va pas mal. Elle va pas mal. Ouais. Et au fond, le discours de la Fed est assez en phase avec ce qu'on peut voir sur les États-Unis quand ils nous disent elle va à moderate pace, c'est-à-dire à une croissance modérée. Ça, c'est l'expression consacrée, ça. C'est consacré, mais tant qu'elle sera là, ça veut dire qu'ils ne seront pas très confiants sur la reprise américaine. Ceci dit, en fait, elle n'a jamais vraiment repris, l'économie américaine. Elle a retrouvé 2% de croissance, grosso modo, 2,5% après la récession, ce qui est très faible. Je vous rappelle qu'après la récession de début des années 80, elle a fait 8% de croissance. Ça, c'est une reprise. Mais 2% pendant plusieurs années, c'est pas vraiment. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe qu'elle s'affaisse vraiment, mais les indicateurs sont moyens, ils sont même plutôt un peu négatifs aujourd'hui. Il y a une petite récession industrielle. L'investissement n'accélère pas et au contraire, il est même l'investissement productif. C'est ce qui fait vraiment une reprise économique. C'est assez, il est même autour de 0. Et
quand on prend en compte aussi tout l'environnement mondial, on a parlé du Brésil, mais il y a la Chine, il y a la Russie, il y a d'autres sujets, même la zone euro qui n'accélère pas. Bien sûr, pour l'économie américaine. Tout ça me paraît un peu ressembler à une fin de cycle d'expansion qui n'a jamais vraiment trouvé sa vraie vitesse. Bon. Et c'est ça le vrai sujet de l'économie américaine, c'est que si maintenant, après quelques années de croissance, ça fait quand même presque 6 ans après qu'elle a repris. Bon. On n'a jamais trouvé des rythmes de croissance à l'américaine. On a toujours été faible. Et maintenant, il y a peut-être un tassement qui fait que 2016 sera peut-être moins bon que 2014. Philippe, vous êtes d'accord? On végète un petit peu une variable de 2-3% et on n'en sort plus pour l'instant. C'est ça l'Amérique aujourd'hui? Je suis d'accord avec Michel. Je préciserai, au fond, c'est l'une des rares économies, si ce n'est même la seule grande économie, à avoir un moteur endogène de croissance allumé. Je ne sais pas si les autres ont un moteur endogène, mais en tous les cas, il n'est certainement pas allumé. Bien sûr, on peut voir pour cela la France et une grande partie de la zone euro, où le moteur n'est pas allumé. Par contraste, aux États-Unis, il y a un moteur endogène de croissance qui produit de la croissance au-dessus de 2% en dépit d'un environnement international qui le tire vigoureusement vers le bas. Donc ça, c'est vraiment l'aspect positif, je crois, de l'économie américaine. Alors, cet aspect positif, il faut tout de suite le compenser. Eh bien, on voit très bien que la sortie de crise, elle est complètement chaotique. On est au sortir d'une crise d'une extrême gravité et que les choses ne se font pas simplement et linéairement comme précédemment et au fond alternent 2 trimestres favorables et 2 trimestres catastrophiques. À ça, il faut ajouter, je crois quand même, que l'environnement international est bien là qui pèse lourdement. Et d'ailleurs, c'est à l'environnement international qu'a fait référence Janet Yellen la semaine dernière, avec un dollar qui est plus fort dans l'ensemble par rapport à l'année dernière, avec des prix de l'énergie plus bas qui pèsent sur ce qui a été une partie de la dynamique de l'économie américaine, le gaz de schiste, et avec une demande internationale qui est très faible. N'oublions pas que si on faisait moins 5% de demande intérieure en Chine, ça fait moins 0,2% de croissance aux États-Unis. Donc un effet qui n'est pas négligeable. Mais je crois que le point qui reste le plus préoccupant, qui n'est d'ailleurs pas totalement spécifique aux États-Unis, c'est la productivité. La productivité du travail ne s'est pas développée, elle s'est ralentie tout au long des années 2000. Et c'est elle qui provoque toute cette interrogation, au fond, sur la stagnation séculaire, l'absence de gains de productivité. On a un vrai problème aux États-Unis qu'on n'avait pas auparavant. Et une partie de ce problème vient aussi du fait que l'économie américaine est devenue un petit peu plus rigide que par les passés. Elle s'est un tout petit peu européanisée. Les accords, les conventions qui ont été signées aux États-Unis... Vous voulez dire francisées ou européanisées? Francisées ou européanisées au sens de l'Europe continentale. Eh bien, ont prévu qu'il était plus difficile de se séparer des travailleurs. Et donc les réallocations du travail dans la crise, ce qui était une des grandes forces des États-Unis, était beaucoup plus lente, beaucoup plus difficile. Mais je rebondis sur ce que disait Michel aussi, et vous me donnerez votre avis, Philippe, dans la foulée. C'est voilà, l'Amérique n'arrive plus à inventer les moyens qu'elle va mettre en œuvre pour recommencer à croître de manière beaucoup plus significative, concrète, Michel. C'est ça aujourd'hui. On est à la recherche de la prochaine innovation. Ça rejoint un peu cette affaire de productivité qui est les gains. Il y a toujours des gains de productivité annuelle. Mais ces gains ne sont plus ce qu'ils étaient. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe aussi, c'est donc vrai dans l'ensemble des pays développés, mais comme les États-Unis étaient un peu le précurseur, le pionnier de l'ensemble des économies développées. C'est plus ce choc d'innovation, c'est ça finalement. Ce choc d'innovation, alors c'est un peu un mystère. Parce qu'on a l'impression d'un côté qu'on n'a jamais vu autant d'innovation, de mobilité, le portable, etc., communication, tout ça, l'économie digitale. Et puis, in fine, on ne les voit pas dans les gains de productivité de l'économie globale. Et ce point-là n'est pas clarifié aujourd'hui. C'est un sujet de débat parmi les économistes, mais c'est un fait, quand on regarde le PIB, il croit moins qu'avant. Bon. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique s'est endormie sur ses lauriers, finalement, pendant des années? Moi, je ne pense pas. Je pense que l'économie américaine reste une économie innovatrice, efficace. Elle est efficace. Bon, peut-être qu'il y a un peu d'européanisation, mais je crois quand même qu'elle reste beaucoup plus souple que l'économie européenne. Mais aujourd'hui, le monde n'est plus seulement les États-Unis. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui dans le monde ce qui explique cette situation étonnante qu'on a vécue, où finalement l'économie mondiale avait une croissance autour de 3% en 2015. Et puis tout d'un coup, les marchés, au milieu de l'année, se sont mis à complètement s'effondrer, puis ils ont rebondi, puis ils se sont effondrés, alors que par ailleurs,
Le pétrole était très bas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi cette contradiction qui concerne les États-Unis, beaucoup d'autres pays, dont les nôtres, enfin l'Europe, c'est que cette situation d'effondrement du pétrole, dans un premier temps, elle a été favorable. Bien perçue. On l'a vu en 2015, les marchés se sont envolés. Les entreprises ont gagné de l'argent. Et dans un deuxième temps, elles ont tellement déstabilisé le Brésil, la Russie, les producteurs américains de pétrole de schiste, il ne faut pas les oublier aussi dans l'économie américaine, qu'elle a créé de l'instabilité majeure, et cette instabilité est venue rendre les acteurs économiques beaucoup plus prudents. Donc on est dans cette phase intermédiaire où le risque finalement compense l'amélioration de la situation des économies. Acteurs de schiste qui ont contribué à créer beaucoup d'emplois. C'est pas fini, c'est là quand même qu'il faut être prudent. Je crois que les marchés qui prennent maintenant le retour du pétrole à des meilleurs n'ont peut-être pas fini de voir la volatilité et l'instabilité devant eux. Parce que c'est le pétrole qui rebondit un petit peu depuis quelques semaines maintenant. Et mécaniquement, alors c'est aussi la conséquence du fait, il nous reste 1 minute Philippe, mais je vais avoir votre point de vue là-dessus, c'est que on a le sentiment que la Réserve fédérale américaine cherche à faire rebaisser le dollar, qui avait tendance à remonter dans la perspective d'un relèvement d'un taux d'intérêt, de cette normalisation de la politique monétaire américaine. Est-ce que c'est pas aussi ça en ce moment l'inconnu, le dollar finalement? Vous savez, 30-45 secondes. Voilà, quand on regarde la politique monétaire américaine telle qu'elle a été décidée à la fin de l'année dernière, elle n'a pas beaucoup d'effet sur la liquidité, sur le resserrement de liquidité. Elle reste très abondante. Elle a un effet, un seul, sur le dollar. Pour le reste, elle ne mord pas sur la liquidité qui est très abondante aux États-Unis. Donc le dollar reste la seule variable que la Federal Reserve a encore en main pour piloter et avoir une influence sur l'activité économique. D'où ce regard sur le dollar. Parce que par ailleurs, il y a tellement de liquidités dans l'économie américaine à travers les dépôts des banques auprès de la Federal Reserve que de toute façon, que la Banque centrale réduise ou augmente un peu la liquidité, ça n'a aucune conséquence, ça ne mord pas sur l'économie américaine. En revanche, le dollar mord et reste bien sûr une variable fondamentale. Vous m'autorisez à ajouter 10 secondes. 10 secondes à ce que disait Michel, c'est qu'effectivement dans les investissements et dans la productivité, il y a un point très important, c'est qu'on s'est aperçu que les investissements qui s'étaient développés aux États-Unis étaient des investissements intangibles, donc extrêmement difficiles à mesurer et par rapport auxquels nos mesures traditionnelles de productivité sont mauvais, voire inexistants. Donc il est vrai qu'une partie peut-être de l'affaissement de la productivité que l'on voit vient de l'insuffisance de ce qu'on appelle nous une insuffisance d'investissement tangible, mais notons bien qu'il y a des investissements intangibles, massifs aux États-Unis et c'est peut-être l'innovation de demain. America Forever, voilà, on continuera bien sûr à suivre les innovations de l'économie américaine, de l'industrie américaine. Merci messieurs, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être venus ce soir dans le cercle. Michel Didier, président de COE Rexecode, Philippe Trainard, chef économiste de SCOR. Philippe, merci, à très vite. Michel, merci, à très vite. Le RH, c'est terminé pour ce soir. Dans un instant après le journal, les grands prix de l'export en direct du pavillon Gabriel jusqu'à 20h30 sur BFM Business. Très bonne soirée, le RH de 1 à midi, comme tous les jours en direct. Bonne soirée.